Bien sûr, il y a l'actualité internationale avec l'accord entre Kim Jong-un et le président Trump. Il y a l'Aquarius, ce bateau qui est peuplé de migrants au large de la Méditerranée. Mais il y a aussi l'actualité de politique intérieure. Est-ce qu'il faut moduler, baisser, augmenter les aides sociales? C'est avec Philippe Dallier qu'on va en parler ce matin, qui est vice-président du Sénat, premier vice-président du Sénat, qui est également sénateur de Seine-Saint-Denis. On va parler aussi de son parti. Philippe Dallier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ces studios. Une grande première, il paraît. Première pour moi, oui. Alors, une grande première aussi, cette rencontre entre le président américain et le président nord-coréen. Alors, c'est positif ou c'est un jeu de dupes, d'après vous? Non, c'est positif. Il y a beaucoup d'interrogations sur le fait de savoir si cette rencontre allait se tenir. Maintenant, c'est la suite qui va être importante. Si je voulais être un peu taquin, espérons que Donald Trump ne tweete pas en remontant dans son avion. D'accord, on est dans le symbole pour le moment. Ah, c'est au-delà du symbole malgré tout. Je pense que cette affaire était importante pour toute la région, la dénucléarisation, il faut aller au bout. Alors attendons de voir. En revanche, il y a un sujet qui s'appelle l'Aquarius, un sujet grave, avec quelques 600 migrants qui sont sur un bateau, qui ont été secourus par SOS méditerranéen. Et ce bateau, les Italiens ont décidé, le nouveau gouvernement italien a décidé de ne pas l'accueillir. Les Espagnols se sont portés candidats. Et puis ces dernières heures, la Corse, les autonomistes corses ont dit mais ils peuvent venir chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que derrière, il y a un message subliminal. C'est-à-dire que de la part des Corses. De la part des Corses, bien évidemment. Ils agissent, ou en tous les cas, ils s'expriment comme s'ils étaient un État souverain. C'est aussi cela qu'il faut voir derrière. Ça n'est pas une décision qui relève des collectivités locales. C'est un sujet qui concerne l'État directement. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention aux jeux politiques sur un sujet aussi difficile. Et si d'aventure, le président Macron avait dit qu'ils viennent chez nous, quelle attitude vous auriez eue ? Écoutez, on ne peut pas laisser ce bateau, et il y en a un deuxième d'ailleurs qui arrive, on ne peut pas laisser ce bateau se transformer en Exodus. Voilà, il y a des gens qui ont été secourus, il faut traiter le problème. Mais le sujet est bien plus complexe que ça. En fait, ça rebat les cartes sur le plan européen ? En tous les cas, ça pose la question de l'Italie et de Malte. On ne peut pas laisser ces pays, effectivement, se débrouiller avec ces masses de migrants. Donc vous comprenez la décision italienne et la décision maltaise ? En tous les cas, l'Italie a voulu pousser un coup de gueule, donc il faut que l'Europe l'entende. Maintenant, il faut trouver une solution. Et puis, il faut reposer la question, effectivement, de la politique migratoire en Europe. On ne peut pas laisser les choses continuer ainsi. Parmi ces migrants, il y a certainement des migrants qui quittent leur pays pour demander l'asile, mais il y a aussi beaucoup de migrants économiques. Il faut régler cette question-là. D'accord. Donc, ça passe par une révision des politiques d'aide, des politiques de coopération avec les pays de départ ? On ne peut pas, et chacun en est bien conscient, sans l'accord des pays de départ, alors pas ceux qui sont en guerre, bien évidemment, mais les autres, on ne peut pas renvoyer ceux qui sont des migrants économiques là-bas. Donc, mais nous avons des moyens de pression. L'aide économique que la France ou que l'Europe dispense, elle peut être conditionnée à l'accueil de ceux qui ne sont que des migrants économiques. Le président de la République, demain, va prononcer un discours plutôt devant la mutualité. Un discours à caractère social où il va dire que les prothèses auditives et les lunettes sont remboursées à 100%. C'était une promesse de campagne, normalement il devrait le dire. Mais il y a un débat sous-jacent vis-à-vis des personnes plus modestes, on dira, sur l'aide sociale. Est-ce qu'il faut revoir le dispositif d'aide sociale, qui est plutôt généreux en France d'ailleurs ? On ne doit rien s'interdire. Maintenant, si le président de la République s'exprime, c'est bien qu'il y a un léger malaise dans la majorité et dans le pays d'ailleurs. Les premières mesures qui ont été prises, les Français les ont été très durement ressenties, et notamment ceux dont les moyens ne sont pas forcément les plus importants. Mais vous, les Républicains, vous allez me dire, élus les Républicains, vous allez me dire que c'était une politique de riches ? En tous les cas, un certain nombre de mesures, comme la suppression de l'ISF et un certain nombre de mesures, une partie de l'ISF peut être ressentie comme telle. Et le choix de l'augmentation de la CSG, qui a touché tout le monde, et qui frappe particulièrement durement les retraités, était un mauvais choix. Nous, on avait plaidé pour l'augmentation de la TVA, qui aurait eu d'autres impacts. La hausse du prix du pétrole et la hausse des taxes, parce que le gouvernement en a décidé ainsi, va frapper très durement les plus modestes qui passent à la pompe 2 ou 3 fois par mois. Il faut corriger les équilibres. Et donc il y a un malaise dans le pays et beaucoup de Français ne voient pas l'équilibre de la politique du candidat Macron devenu président de la République. Donc il y a un vrai sujet. Maintenant, la difficulté pour le gouvernement, c'est d'arriver à équilibrer les choses et de dégager des moyens budgétaires. Beaucoup d'argent ont déjà été dépensés, et j'inclus la suppression de la taxe d'habitation qui va coûter beaucoup plus cher que ce qui était imaginé à l'origine. Or, on sait qu'on doit aussi réduire notre déficit public. 20 milliards, on la supprime complètement. C'est 26 milliards, dont 4 étaient déjà assumés par l'État, et en fait,
pour aller à la suppression pour 100% des Français, il manque une grosse dizaine de milliards. C'est beaucoup. Donc vous réclamez à la fois qu'on corrige le tir vis-à-vis des Français les plus modestes, mais aussi qu'on fasse des économies budgétaires. C'est compliqué. D'abord qu'on fasse. Je pense qu'il faut d'abord faire des économies budgétaires pour inverser la courbe de la dette. Et là, ça reste le sujet le plus important. Non, il n'y en a pas. Le budget qu'on a voté pour 2018, il y a toujours un déficit qui progresse par rapport à l'année précédente. Alors c'est une prévision, on verra. Mais je vous fais remarquer également que la croissance sera probablement moins bonne que ce qui était anticipé. Les taux d'intérêt inférieurs à 2%. Commencent. En tous les cas, oui, inférieur à 2%, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne se fait d'illusions. Le prix du pétrole augmente. Les taux d'intérêt sont peut-être en train de réaugmenter. La courbe est peut-être en train de s'inverser. Tout cela, ça va avoir des conséquences. Alors. Oui, ça s'assombrit. Et je pense que le président de la République et le Premier ministre ont probablement pensé qu'ils pouvaient surfer sur cette amélioration de la conjoncture au niveau mondial. Ils ont pris un très grand risque. Parce que si ça ne se concrétise pas, nous serons alors dans des difficultés budgétaires importantes. D'accord. Alors, à l'intérieur du gouvernement, il y a deux ministres qui sont à Bercy d'ailleurs, le ministre des Comptes publics et le ministre de l'Économie, qui disent, qui ont affirmé qu'il fallait baisser, si jamais la conjoncture s'améliorait, l'emploi s'améliorait, les aides sociales. Vous êtes d'accord avec eux ? Il y a aide sociale et aide sociale. Et c'est là où je dis qu'il faut regarder les choses dans le détail. Ouais. Prenez le secteur du logement. Le gouvernement a choisi d'en faire l'un des secteurs où on va essayer de faire le plus d'économies. Oui. Ça va avoir des conséquences. D'abord sur la construction, on commence déjà à le voir dans les chiffres, mais aussi chez les Français. On supprime pour le logement social. PTZ, des choses comme ça. Donc on réduit le PTZ, on va réduire l'accession à la propriété pour les primo-accédants. Ça va avoir des impacts. Maintenant, effectivement, on a un système d'aide sociale qui est extrêmement compliqué et il ne faut pas s'interdire de le remettre sur la table. Mais pour autant, si on pense qu'on va faire des économies de très grande échelle sur le dos de ceux qui en ont le plus besoin, à mon avis, ça finira très mal. Ça finira mal. Une allocation unique, ça, vous êtes d'accord pour c'est ce que François Fillon avait proposé. Et je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à une simplification et à l'efficacité de nos aides sociales. La prime d'activité, il faut la conserver, il faut l'augmenter ? Écoutez, tout cela coûte beaucoup d'argent. Certains sont pour, certains sont contre. Moi, je pense qu'il faut regarder les choses globalement et dans l'ensemble. Alors, vous êtes un élu de la nation, mais vous êtes aussi un élu d'une circonscription qui est la Seine-Saint-Denis, dans la Seine-Saint-Denis, département un des plus pauvres de France, sinon plus pauvre. Oui. Et vous avez poussé un coup de gueule, si vous me permettez l'expression. Vous avez écrit au président de la République après ses propos sur les banlieues, où il n'a pas présenté de plan, mais diverses mesures. Et vous avez dit que la faiblesse de l'État dans les quartiers difficiles était tout à fait dommageable. Et vous demandez une nouvelle méthode pour ces territoires au bord d'une rupture avec notre République, nos valeurs, notre culture, dites-vous. Oui. Il y a le feu. Oui, il y a le feu. Mais ça fait un moment qu'il y a le feu en Seine-Saint-Denis. Et en Seine-Saint-Denis, on ne parle plus de quartier, dans une commune. On parle d'un département. À l'échelle de combien ? Il y a probablement 2 millions d'habitants en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire 3 ou 400 000. Oui. Moi, il y a 10 ans, un préfet m'avait dit ça, il y a à peu près 300 000 clandestins dans le département. Nos collègues députés qui ont rendu le rapport disent entre 2 et 400 000. L'État n'est même pas capable de savoir combien il y a d'habitants dans ce département. Et à côté de ça, ce rapport a démontré la faiblesse de l'État en matière d'éducation, de police et de justice. Mais c'est aussi la faute des élus locaux. Non, parce que là, on est sur des compétences régaliennes. C'est l'État qui met les moyens au tribunal de Bobigny, deuxième juridiction de France. C'est l'État qui met les moyens dans nos commissariats. Il faut voir la misère des commissariats de Seine-Saint-Denis. Et on nous indique que prochainement, un tiers d'entre eux seront fermés la nuit pour être plus efficaces. Pour un plan hors sec pour la Seine-Saint-Denis ? Oui. Je pense qu'il faut un plan de rattrapage massif sur les aspects régaliens. Police, justice, éducation. Quand on découvre que dans les collèges, on nous dit qu'en Seine-Saint-Denis, on a des moyens sympathiques. Dans les collèges, si on regarde le nombre d'heures de cours dispensées devant les élèves, le mieux doté des collèges de Seine-Saint-Denis est en fait moins bien doté que le moins bien doté des collèges parisiens. À cause de l'absentéisme des enseignants ? Oui, il y a plein de raisons. Et donc, si on ne rectifie pas tout cela, les maires ne s'en sortiront pas tout seuls et la politique de la ville, pour laquelle plaide Jean-Louis Borloo et pour laquelle je plaide, ne peut pas corriger tout cela. Et donc, il a eu tort, le président de la République, de ne pas faire de plan ? Je pense qu'il a d'abord eu tort dans la forme. Avoir demandé à Borloo, on sait qui est Borloo, qui a travaillé avec des dizaines et des dizaines d'interlocuteurs élus. Dont vous. Il est venu me voir au Sénat sur le sujet des finances des communes. L'avoir traité comme ça, l'avoir qualifié de mal blanc et avoir pointé du doigt pendant son discours les élus locaux en parlant de clientélisme, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas à certains endroits, mais on s'est sentis tous méprisés. Alors que l'État n'est pas au rendez-vous. Et donc que l'État balaie déjà devant sa porte et après on essaiera d'améliorer les choses. Vous lui avez écrit il y a déjà quelques jours, il vous a répondu ?
Non, pas encore. Le président de la République. Non, il ne m'a pas répondu, mais je verrai s'il prend la peine de m'écrire. Sinon, vous allez lui envoyer en recommandé accusé de réception? Non, je ne ferai pas ça, j'ai trop de respect pour la fonction, mais j'espère qu'il prêtera attention à ma lettre. C'était un coup de gueule, mais ce que je dis, c'est conforme à la réalité. Vous savez, ce département, moi j'y vis depuis 50 ans, et je l'ai vu évoluer et se dégrader. Les conditions de vie s'y dégradent, et j'en ai marre des arbres qui cachent la forêt, du Stade de France, de ci, de ça. Globalement, la situation se détériore. Alors, vous êtes un élu de droite, vous appartenez au Parti des Républicains. Est-ce que la droite serait au pouvoir aujourd'hui? Ça irait mieux dans Seine-Saint-Denis? Pas sûr. Écoutez, ce que j'aurais demandé au gouvernement à ce moment-là, c'est effectivement les moyens que je réclame aujourd'hui à Emmanuel Macron ou que j'ai réclamé aux autres avant. Et Laurent Wauquiez serait disposé à vous les donner? Écoutez, Laurent Wauquiez ou un autre, en tous les cas, puisque à l'époque c'était François Fillon, oui, je pense qu'effectivement il aurait prêté une oreille attentive à ce que je pouvais dire. Laurent Wauquiez, sa ligne politique pour les Républicains, c'est la vôtre? Ça dépend sur quel sujet. Voilà, les choses sont beaucoup plus complexes que le oui ou non. On l'accuse d'être d'une droite hyper musclée, on va dire. Écoutez, pour revenir au tract de ce week-end... La France et la France? Oui, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. C'est d'une partie tout en bas qui disait le président de la République va déverser des milliards sur les banlieues, c'est pas normal. Un, il n'y a pas de milliards de déversés. Ouais. Et deux, je pense qu'il faut que nous aussi, nous préoccupions des banlieues, de ce qui s'y passe, parce que le décrochage, quand je parlais des valeurs de la République, le fait qu'un certain nombre de quartiers décrochent, où la loi qui s'y applique n'est plus tout à fait la loi de la République, et le fait qu'on reste sans réponse, c'est préoccupant. Mais moi, je veux qu'on choisisse les bons mots pour parler des choses. Et il choisit les mauvais mots? Parfois, c'est tout d'un bloc. Vous le lui avez dit? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de lui lire. C'est brut de décoffrage. Et je pense que tous ces sujets-là, qui sont très compliqués, méritent un peu plus d'analyse. D'accord. Vous seriez plutôt Wauquiez ou Pécresse, vous? Pourquoi voulez-vous que je choisisse? Valérie Pécresse est une excellente présidente de la région Île-de-France. Je pense qu'elle fait un très bon travail. Je ne suis pas adhérent de Libre son mouvement. Et on a un président du mouvement qui a été élu par les militants. Voilà, je pense aussi qu'il faut qu'on retrouve un peu d'unité. Alors vous aviez voté pour lui? Oui, j'ai voté pour lui. Pour Wauquiez? Oui. Ah d'accord, ok. Et alors, il va y avoir les européennes dans moins d'un an maintenant, les européennes. Est-ce que vous allez dire à Wauquiez, vous craignez que ça soit anti-européen comme discours ou... Je pense qu'on a effectivement besoin de clarifier notre ligne. Et elle n'est pas claire, hein. Aujourd'hui, il est difficile de dire qu'elle est claire, effectivement. Nous pensons que l'Europe, elle est indispensable. Indispensable. Donc vous êtes de toute manière pour l'Europe? Oui, maintenant pas une Europe fédérale. Et une Europe qui nous permet de construire une Europe des nations, une Europe de la défense, une Europe qui permet effectivement de partager un certain nombre de sujets, d'avoir des politiques qui se rapprochent, parce qu'on voit bien que la concurrence entre États européens, notamment en matière fiscale, donne des résultats désastreux. Mais je suis pour effectivement une Europe, mais pas une Europe fédérale. Très bien. Nous sommes toujours avec le sénateur Dallier, et maintenant c'est Jean-Baptiste Sémerjian qui nous rejoint dans les studios pour poser vos questions, chers internautes. Baptiste, bonjour. Oui, bonjour Philippe Dallier. Bonjour. La Seine-Saint-Denis est-il un territoire oublié, comme l'estiment de nombreux internautes? Oui. Pourquoi? De très longue date. Et oublié par l'État. Oublié par l'État. Et le rapport des deux parlementaires, des deux députés, l'a démontré excellemment. Quand on regarde les chiffres au tribunal de Bobigny, quand on regarde le nombre de policiers dans nos commissariats, quand on regarde ce qui se passe à l'école, oui, c'est dû à l'immigration. Non, ça c'est d'abord la décision de l'État de mettre ou pas des fonctionnaires pour que les choses aillent mieux. Et nous avons besoin de cela dans un premier temps. C'est à cause de l'immigration. Ce territoire n'en finit plus d'accueillir toute la misère du monde. Ça c'est une vérité. Et les communes n'en peuvent plus. Et quand on parle de mixité dans ce département de la Seine-Saint-Denis, il y a un moment il va falloir avoir le courage de parler aussi de mixité d'origine ou de mixité ethnique. Ce n'est plus seulement un problème de mixité sociale. Parce qu'on ne peut pas intégrer correctement dans des territoires où effectivement il n'y a plus des gens qui sont venus des quatre coins du monde. C'est extrêmement difficile d'intégrer. Donc il faut regarder la Seine-Saint-Denis pour ce qu'elle est, un département hors norme qui a besoin aujourd'hui de moyens hors normes et d'abord des moyens de l'État, et nous ne les avons pas. Élu de toutes tendances confondues, vous êtes solidaire de ce point de vue? Je pense que nous sommes beaucoup effectivement à partager ce constat. D'accord. Justement, on reste sur les banlieues. Christian ne croit pas du tout dans le plan banlieue de Borloo et demande que la République soit établie dans des quartiers de non-droit. Vous lui répondez quoi? Les quartiers de non-droit, c'est quelque chose de véridique? Vous le voyez? Il y a des quartiers, et on peut se poser la question pour le département tout entier, où effectivement la loi de la République ne s'applique pas de la même manière qu'ailleurs. Quand vous avez un tribunal qui est surchargé, obligé de classer des paquets d'affaires pour lesquels, en province, vous prendriez 6 mois
ferme, est-ce que vous pensez que la loi de la République est la même pour tout le monde? Moi, je vous réponds que non. Quant à certains quartiers où effectivement les forces de police entrent très difficilement ou dans des conditions où il faut s'organiser à l'avance, est-ce que c'est considéré comme normal? Moi, je considère que non. Et la faiblesse de l'État, ça fait la force effectivement de tous ceux qui cherchent à faire décrocher ces territoires de la République. Qui est-ce qui cherche à faire décrocher? C'est des... tous les salafistes et fondamentalistes et les caïds, ceux qui effectivement organisent les trafics. Et le salafisme. Donc il y a tout ça à prendre en considération, et ce que nous vivons, ça ne peut pas continuer ainsi. Et je veux que tout le monde en prenne conscience, et d'abord le président de la République. La Seine-Saint-Denis, c'est une république musulmane? Non, on va arrêter d'utiliser des termes pareils. C'est un département de la République française qui a besoin effectivement de moyens hors normes. Pour énerver, Emmanuel Macron est chargé de dynamiter le modèle social français. Vous êtes d'accord? Dynamiter le modèle social français? On ne fait pas dans la nuance, dites-moi, sur Internet. En tous les cas, il a une approche très libérale en matière d'économie. Ouais. Certains de nos électeurs... Qui vous convient? Sur certains aspects, ça peut me convenir. Maintenant, moi, je suis aussi un gaulliste, et plutôt un gaulliste social. Et je dis qu'il ne faut pas oublier, effectivement, ceux qui ont des difficultés. Et là-dessus, chez Macron, on pêche. Question de terrain. Christian, il habite sûrement à Pavillon. Toujours aussi incisif de notre ancien maire. Quelle est votre relation, vous, avec les habitants de Pavillon-sur-Seine? Sous-Bois. Sous-Bois, pardon. Écoutez, j'ai toujours essayé d'avoir des relations très directes. Vous avez été maire? Et j'ai été maire pendant 22 ans. Et la dernière fois, j'ai été réélu avec 82,82% au premier tour. C'est meilleur résultat de France, c'est ce dont je suis le plus fier. Et ça, c'est certainement le fait d'être au contact et de dire à mes concitoyens ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, pourquoi je peux pas faire. Je pense qu'il faut arrêter de vendre ce qu'on n'est pas capable de vendre. Pas dans la langue de bois. Non, pas vraiment. Dernière question. Selon Laurent, les APL augmentent les loyers et alimentent la spéculation. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la thèse de Macron aussi. Hein. Non, mais écoutez, relisez mes rapports au Sénat. Réalisez un de vos tweets où justement vous critiquez. Non, mais l'APL, c'est très compliqué le mécanisme de l'APL. Et il y a effectivement des cas où les propriétaires utilisent l'APL pour augmenter le loyer, parce que ça solvabilise le... Et donc, et c'était une de mes propositions, il y a 2 ou 3 ans, on a mis en place des dispositifs qui faisaient en sorte que l'APL devenait un peu décroissant en fonction du montant du loyer. Donc il y a des choses à corriger, mais on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne va pas aller dire que l'APL est absolument inutile. C'est certainement l'aide la plus redistributive et la plus nécessaire. C'était maladroit de baisser de 5 € l'APL pendant l'été. Le président de la République a dit que c'était inintelligent. Je ne peux pas mieux dire. Je peux pas mieux dire. Voilà, on ne peut pas mieux dire avec Philippe Dallier, sénateur de la Seine-Saint-Denis, premier vice-président du Sénat. Merci à vous de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Et puis merci à l'inégalable Jean-Baptiste Sémergent qui était dans notre studio pour poser vos questions, chers internautes. Bienvenue dans le Talk Orange Le Figaro, le nouveau rendez-vous de l'actualité, tous les soirs en direct à 18h. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Bonsoir Augustin Legrand, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Jean Sarkozy. Bonsoir. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Bernard Accoyer, bonjour. Bonjour. Bonsoir Jean-Marc Ayrault. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Hervé Morin, bonjour. Bonjour Geneviève Vintraube. Bonsoir Bernard Thibault. Bonsoir. À quoi pensez-vous en vous rasant? À pas me couper. Oui, mais coper, c'est un faux cul au sens où le dictionnaire emploie ce terme. Ça pose un homme, surtout qui connaît autant l'homme que la bête. Je n'ai pas envie de passer à gauche. Ce que je veux, c'est que la gauche reprenne certaines de nos idées. Le parti Front National est devenu le parti de la peur. Vous faites front commun avec les altermondialistes, alors? On fait front commun avec le bon sens et on pense que c'est un petit caprice du Premier ministre, M. Ayrault. L'intervention publique est nécessaire. Vous êtes complice de cette manip? Ça n'est pas une manipulation et il n'y a pas de complicité. Le traître, je pense que le mot est sûrement pas adapté. Vous savez, là où je suis, j'ai beaucoup à faire. La ministre, elle n'a pas encore dit grand-chose. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi? Monsieur Tréhard, je n'ouvre pas de commentaires sur votre coiffure. Pas de commentaires là-dessus. Non, mais sur votre coiffure, moi ça m'intéresse pas. Elle a secoué le cocotier avec son style, avec sa façon à elle de faire. La fin est dans les moyens,
comme l'arbre est dans la graine. Et je tiens à prévenir tous ceux qui sont ou seront mes alliés dans l'avenir, je suis un homme mal commode. Vous êtes pour la primaire derrière François Fillon ou derrière Nicolas Sarkozy? Je ne reçois plus, il y a mon oreillette qui vient de couper. Nicolas Sarkozy m'a pas donné la réponse, je suis désolé. Ah, c'est embêtant. Mais il n'y a pas de plan secret. Elle est intelligente, n'oubliez pas ce détail. Ce qui est vrai, je vous le confirme. J'en ai connu des événements qui m'ont formé, pas forcément usé, formé.